Le scandale qui secoue actuellement Israël devient de plus en plus fou d'une minute à l'autre, alors que la trahison de la principale avocate de Tsahal est révélée au grand jour. En se focalisant sur nos ennemis, on l'oublie souvent. L'État profond, ces systèmes internes qui nous contrôlent de l'intérieur et alimentent ceux qui nous détestent, est en réalité le vrai problème sur lequel nous devons toutes nous concentrer. En ce moment, chaque jour, de plus en plus de cette corruption est révélée au grand jour. Les dominos commencent à tomber un par un et le château de cartes est sur le point de s'effondrer. Dans cet épisode, nous révélons ce qui s'est réellement passé, la corruption en jeu et ses conséquences pour notre avenir. Voici l'émission Amirake sur GNS Télévision, allons-y. L'histoire de la principale avocate de Tsahal devient de plus en plus folle, encore et encore. Chaque jour, la profondeur des mensonges et trahisons devient si évidente que cela en devient presque une blague. Au moment de l'enregistrement, Israël fait face à un nouveau scandale révélé par les médias. Et nous commençons tout juste à voir à quel point l'État profond va réellement loin. Vous m'entendez parler tout le temps de cet État profond ici en Israël, mais qu'est-ce que c'est réellement? Vous voyez, la définition officielle est un groupe de personnes, généralement des membres influents des agences gouvernementales ou de l'armée, que certains pensent être impliqués dans la manipulation secrète ou le contrôle de la politique gouvernementale. Les personnes inconnues, dans l'ombre, nous contrôlent. Pourtant, en Israël, ce n'est pas si secret. Ici, ceux qui sont derrière l'État profond sont tout simplement assez ouverts à ce sujet. Pendant des années, ils ont simplement réussi à repousser les limites de leur pouvoir. Personne ne peut vraiment y faire grand-chose. Et ils se sont dit, pourquoi même le cacher? Le contrôle d'agences puissantes sur le gouvernement existe depuis longtemps, surtout en Israël, où de nombreuses entités influentes échappent à l'élection. Pensez à l'armée, aux médias, aux syndicats, aux tribunaux, aux services de renseignement. Ce sont toutes des entités qui sont extrêmement importantes pour le fonctionnement du pays. Le pays en dépend. Cependant, pour ces entités, la direction n'est pas choisie par nous, le peuple. Elle est nommée en interne. Vous vous demandez pourquoi c'est important. C'est l'essence même d'une démocratie. Un système de gouvernement par l'ensemble de la population ou tous les membres éligibles d'un État, généralement par l'intermédiaire de représentants élus. Cela signifie que les personnes qui gouvernent le peuple doivent être choisies par le peuple. C'est assez simple. Cependant, en Israël, bien que nous ayons des représentants élus, nous avons aussi un système, ironiquement au nom de la démocratie, pour contrôler ces élus. On ne peut pas leur laisser trop de pouvoir, n'est-ce pas? Et donc, pour cela, il y a les tribunaux, le système judiciaire. Cependant, ici, le système judiciaire n'est pas choisi par le peuple, comme peut-être aux États-Unis. Ils sont sélectionnés par des votes internes transmis de juge en juge. Les tribunaux, en particulier la Cour suprême, avaient le dernier mot sur ce que le gouvernement peut faire. Et tout simplement, cela signifie qu'ils ont en réalité le contrôle du pays parce que leur parole constitue la décision finale. Quelques points sont à noter. D'abord, pendant des années, les tribunaux ont pris cette responsabilité très au sérieux. Ils faisaient très attention à ne pas s'impliquer dans quoi que ce soit de politique, comprenant que leur rôle était d'essayer d'interpréter ce que dit la loi et non de créer de nouvelles lois, c'est-à-dire de ne pas faire obstacle. C'est important parce qu'on pense souvent que la Cour suprême est celle qui décide de la loi. C'est faux. Ceux qui peuvent rédiger des lois sont les responsables gouvernementaux. Les juges dans les tribunaux sont censés utiliser leur expertise pour déterminer quelle est l'intention de la loi déjà écrite et rendre leur verdict en fonction de cela. Cependant, au cours des dernières années, ils ont considérablement élargi leur domaine de compétences. Aidé par le héros de la gauche, un juge nommé Aharon Barak, qui a décidé qu'il avait essentiellement le droit de jouer à Dieu, il a mis par écrit tellement d'élargissements insensés de leurs compétences et, sans surprise, c'était clairement un gauchiste enragé. Lire leurs verdicts aujourd'hui et les comparer à ceux d'il y a 20 ans est en fait choquant. La différence dans la déférence qu'ils avaient envers la loi est stupéfiante. De nos jours, la Cour suprême intervient dans presque chaque décision prise par le gouvernement, soit pour la bloquer, l'arrêter ou la modifier. Vous vous demandez sans doute pourquoi nous évoquons la Cour suprême au lieu du scandale lié à l'avocate principale de l'armée. Eh bien, patience, car tout va s'éclaircir dans un instant, et tout ici est interconnecté. Une autre chose très importante à noter à propos du système juridique ici, c'est que, comme dans la plupart des endroits dans le monde, pour devenir avocate, il faut avoir reçu une solide éducation par le système éducatif.
un système qui est notoirement de gauche ici en Israël. Mais évidemment, c'est aussi le cas partout dans le monde. Nous savons que l'endoctrinement commence sur les campus, et les raisons à cela sont nombreuses, mais principalement à cause du prestige qui accompagne le fait d'être éduqué. Cela vous distingue des autres. Vous avez un diplôme de Harvard et cela vous rend presque indiscutable sur le plan intellectuel. La gauche prospère sur ce type d'élitisme. Nous sommes les meilleurs, simplement parce que nous le sommes. Maintenant, l'un des meilleurs exemples de ce type d'institution, c'est justement Harvard. Nous avons tous vu les campements et l'antisémitisme et la folie des dirigeants de l'université incapables de condamner l'antisémitisme. Cela dépend du contexte. Jusqu'à ce jour, je pense que beaucoup d'entre nous se demandent comment il se fait que Harvard, parmi tous les endroits, ait produit un tel manque d'humains éduqués. Mais ça, ce sera pour une autre fois, car vous ignorez que Harvard a également accueilli un partenariat avec un programme appelé la Fondation Wexner, sous leur direction et leur département politique. Qu'est-ce que cette fondation? Eh bien, c'est un fonds géré par des juifs très très riches, de gauche et progressistes, qui vise à former la direction israélienne, c'est-à-dire imposer leur agenda à Israël. Ils ont financé des masters et des projets de leadership pour l'élite ici en Israël, qui sont tous ensuite revenus à leur poste en tant que chefs de Tzahal et de nombreux autres secteurs. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est en fait la vérité. Ehud Barak, vous savez, cette excuse révoltante d'ancien Premier ministre qui est fortement impliqué dans l'affaire Jeffrey Epstein et qui prétend que nous sommes un pays génocidaire? Il est l'un des exemples de leurs diplômés. Nous en avons d'autres comme Yair Golan. Vous vous souvenez de lui? Il affirme qu'Israël aime tuer des bébés comme passe-temps. Je pense que vous voyez où je veux en venir avec ça. Cette fondation n'a jamais divulgué au public ses enseignements ni sa méthode de formation en Israël. Que leur enseignait-il? Et juste pour info, c'est important, ils se sont séparés de Harvard après le scandale d'antisémitisme l'année dernière, mais nous savons tous à quel point Harvard est anti-Israël depuis des années. Malheureusement, la Fondation Wexner n'est pas différente. Ils perçoivent différemment ce qui est bon pour Israël, contrairement à ce que nous, le peuple, croyons réellement. C'est l'une des grandes philosophies de ce département à Harvard. C'est quelque chose qu'ils ont inventé et enseigné, une croyance ou une doctrine selon laquelle ceux qui occupent des postes bureaucratiques sont en réalité bien mieux adaptés au gouvernement et au leadership. Contrairement aux politiciens de passage, ils cumulent des années d'expérience et savent renforcer leur pouvoir. C'est-à-dire, ceux qui occupent des postes non élus devraient en réalité être ceux qui contrôlent le pays. Maintenant, cela ne va pas vous surprendre que ce réseau et cette machine de financement de gauche comptent parmi leurs anciens membres des dizaines de chefs d'état-major de Tsahal, des hauts commandants, dont beaucoup sont spécifiquement responsables des frontières de Gaza. Au cours des années précédant le 7 octobre, des juges de la Cour suprême et bien sûr des chefs et des hauts responsables de nos services de renseignement. Presque tous les postes de haut niveau dans la sécurité israélienne sont occupés par un diplômé de la Fondation Wexner. Et vous devez vous demander pourquoi un milliardaire de gauche finance tout notre personnel de sécurité. Vous avez raison de vous poser des questions à ce sujet. Si vous commencez à comprendre où je veux en venir, eh bien, 10 points pour Gryffondor. Pour faire simple, dans presque toutes nos institutions non gouvernementales, nous avons des personnes à des postes élevés qui croient ou qui ont été endoctrinées à croire cela. Ce sont vraiment eux qui devraient prendre les décisions sur la façon dont ce pays doit être dirigé, pas ceux qui sont élus. Souvent, les élus sont vus comme un obstacle au pouvoir. Par exemple, Benjamin Netanyahou. Comme nous l'avons vu, ils adhèrent à des croyances et des théories qui ne sont pas seulement fausses, mais carrément dangereuses. Dans le meilleur des cas, ils ont de bonnes intentions, mais se trompent. Et dans le pire des cas, ils sont activement financés par des personnes qui veulent contrôler ce pays et qui sont ouvertement anti-Israël. Mais du calme, car ce n'est que la partie émergée de l'iceberg pour l'État profond, pour se maintenir au pouvoir. Être financé pendant quelques années par un réseau et avoir de bons amis et une fondation, ça ne suffit pas. Il vous faut un système bien plus vaste. Cela vous aidera à garder le pouvoir sans difficulté, à éliminer les menaces potentielles et à maintenir le public ignorant. Et pour cela, il vous faut notre ennemi numéro 1, les médias. Il vous faut aussi le pouvoir juridique, de l'argent et la capacité de contrôle discrète. Israël a longtemps été dirigé par une élite. Dans les médias, actualités, systèmes éducatifs et juridiques, secteur financier, sécurité interne et externe et forces de défense israéliennes. C'est un château de cartes composé d'un groupe soudé de criminels qui pensent contrôler le pays alors qu'ils n'en ont pas la légitimité. Ils iront très loin pour éviter l'effondrement de ce château de cartes. Ils pourraient même rejeter la faute sur les soldats de Tzahal.
Cette semaine, la première carte est tombée, entraînant un effet domino très rapide. L'histoire de la Passarite, avocate principale de Tsahal, est bien plus importante qu'on ne le pense. Parce que c'est le début de la fin de ce contrôle élitiste de l'État profond, tel qu'ils l'ont connu. L'histoire est tellement particulière, tellement ridicule. Le sentiment flagrant d'intouchabilité que ce groupe de personnes pense avoir est devenu tellement évident pour nous tous. Les failles sont immenses. Cela fait maintenant 1 semaine qu'elle a été arrêtée et elle a déjà fait 2 tentatives de suicide. Juste après l'enregistrement de l'épisode dernier, sa disparition a été rendue publique. Après de longues recherches, elle a finalement été retrouvée près de la mer. Ses vêtements sont complètement secs, ses cheveux sont trempés et elle a laissé un mot près de sa voiture, qui était apparemment une lettre de suicide. La grande surprise, cependant, c'est que son téléphone était introuvable. Cela a déclenché une vaste chasse à l'homme pour retrouver l'iPhone, avec des plongeurs et des détecteurs de métaux. C'était digne d'un film. Une récompense a été offerte à qui le retrouverait, car les preuves étaient évidentes. Ils ont cherché ce téléphone pendant 1 semaine. Ils cherchaient aussi sa montre Apple, qui a finalement été retrouvée et remise à la police. Après plusieurs jours de recherche, une Israélienne l'a trouvé par hasard. C'était un téléphone échoué sur la plage, avec une photo d'elle en écran d'accueil. Et voilà, la preuve était là. Vous vous demandez sûrement si le téléphone a été détruit. Rassurez-vous, il marche encore. Alors pourquoi cette histoire est-elle si folle? En dehors du fait qu'elle a simulé un suicide, bien qu'elle prétende que c'était une vraie tentative. Pourquoi est-ce que c'est l'affaire criminelle la plus médiatisée qu'Israël ait connue depuis des années? La police a permis qu'elle soit libérée de garde à vue avec son téléphone intact. Qui et quelles personnes ont tiré les ficelles pour lui permettre d'emporter chez elle la principale pièce à conviction? Tout ça pour qu'elle tente de le détruire, puis utilise d'énormes fonds publics pour que la police le recherche. Je ne sais pas si tu te rappelles l'histoire de Tzvika Klein, journaliste au J-Post. Mais son téléphone a été la première chose qu'ils ont prise, même sans mandat. Mais ici, rien du tout. Elle est ensuite libérée en assignation à résidence. Étrange, sachant qu'elle aurait tenté de se suicider et disparu des heures. Voilà. Quelques jours plus tard, il a été annoncé au public qu'elle avait cette fois réellement tenté de mettre fin à ses jours avec des médicaments. Pourquoi n'était-elle toujours pas surveillée? C'est l'affaire la plus intense jamais vue. Tous les regards sont sur elle. Sa santé mentale en sera forcément affectée. Le contraste entre la façon dont il traite pour son affaire et les autres affaires est tout simplement fou. Je ne vais même pas tenter d'aborder le manque d'intégrité et le caractère révoltant de ces affaires. En dehors de cette histoire, je veux qu'on se concentre uniquement sur le 2 poids, 2 mesures. Le fait que la procureure générale, qui était sa supérieure directe et aussi une amie proche, n'ait toujours pas officiellement été retirée de l'affaire, malgré ses conflits d'intérêts flagrants. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle soit écartée, mais le fait qu'elle n'ait pas été retirée en premier et qu'on lui ait permis de modifier les choses, c'est insensé. D'ailleurs, son pouvoir presque inégalé de faire ce qu'elle veut lui a été donné par le même Aharon Barak, qui a élargi la compétence de la Cour suprême. Un exemple de la folie de l'État profond, c'est que la procureure générale est en fait nommée par le gouvernement et non élue. Mais la Cour suprême les en empêche. Juridiquement, ils devraient pouvoir renvoyer toute personne nommée, mais pas ici. La procureure générale est une actrice extrêmement importante pour permettre à ceux qui contrôlent le pays de rester au pouvoir. Elle bloque l'action du gouvernement et collabore directement avec la Cour suprême. Nous savons aussi qu'elle protège les pouvoirs en place dans l'armée israélienne. En réalité, la Cour suprême a modifié les règles, plaçant le principal avocat de l'armée israélienne sous l'autorité du procureur général, fonctionnaire du gouvernement et non du chef d'état-major, ce qui serait pourtant logique. C'est un changement étrange à faire, sauf si vous voulez que le système judiciaire ait son mot à dire dans les affaires de l'armée israélienne. Celui qui contrôle l'armée contrôle le pays. Grâce au système judiciaire, il reste au pouvoir. Réfléchissez-y. Si vous voulez enfreindre autant de règles que vous le souhaitez, la seule façon de vous en sortir est de vous assurer que ceux qui sont en charge de la loi sont de votre côté. Comment cela s'est-il produit? La première pièce du domino fut le chef du renseignement intérieur, le Shabak. Vous vous souvenez à quel point ils se sont battus pour maintenir Ronen Bar en place et ne pas permettre au nouveau représentant de la droite, David Zini, de prendre sa position? Eh bien, parce que si des gens enfreignent la loi, alors il faut quelqu'un pour le découvrir et c'est le travail du Shabak. Ils mènent l'enquête. S'ils ne jugent pas vos fautes, tout va bien. Mais ils ont échoué, Dieu merci.
Ils ont essayé de faire porter la responsabilité du 7 octobre au gouvernement et non à l'échec flagrant des services de renseignement. Ils ont tout essayé sans succès, utilisant les médias pour détruire le nom de Zini. Ils ont saisi la Cour suprême et la procureure générale, sans succès. Le peuple et le gouvernement ont vu clair dans tout ça et ont traversé tout ce vacarme pour que Zini soit nommé. Et donc, quand l'affaire des Patsari est arrivée sur son bureau seulement 3 jours après sa prise de fonction, au lieu de fermer les yeux, comme l'a clairement fait Ronen Baal, il a agi. Et voilà que tombe la deuxième pièce du domino. La corruption du système judiciaire est exposée. Ils mentent sans honte, même devant la Cour suprême. Les besoins d'Israël passent après leurs propres caprices. Ils sont au-dessus des lois. L'équipe juridique de Tsahal n'est en réalité pas du côté de Tsahal. Saviez-vous qu'il y a actuellement une inculpation contre les soldats de Tsahal? Dans l'affaire Stettiman, il n'est de fait mention d'aucune forme d'abus sexuel, car il n'y a aucune preuve de cela. De plus, ils ont été arrêtés avant que la personne qui apparemment, prétendument, et je ne sais pas pourquoi j'ai dit personne, c'est un terroriste. Le terroriste aurait même dit qu'il y avait peut-être eu une forme d'abus sexuel. Et en plus, tu sais que ce terroriste a maintenant été relâché à Gaza, donc en fait, il n'y a pas vraiment de dossier. Ces soldats ont été arrêtés sur une accusation fabriquée de toutes pièces, sans aucune preuve, sans qu'aucune personne ne se soit manifestée pour dire que cela s'est produit. Ils l'ont ensuite contraint, après des dizaines de rencontres avec ce terroriste, à admettre qu'il y avait peut-être eu des abus sexuels. En réalité, rien de tout cela n'existait. Il est très probable qu'il ait essayé de faire entrer quelque chose en contrebande dans la prison et, lors d'un contrôle de routine, il a tenté de s'en débarrasser. C'est là que les dégâts sont survenus. Il a été opéré, de nombreux médecins l'ont suivi et ont tous confirmé que cela n'était jamais arrivé. Et la personne qui a inventé l'histoire de l'abus sexuel était, surprise, surprise, une bénévole de Médecins sans frontières, l'une des organisations les plus de gauche au monde, qui n'a fait que tenter de détruire la réputation d'Israël et d'inventer toute cette histoire d'accusations sexuelles contre les soldats de Tsahal, encore et encore, à maintes reprises. Pourquoi ce genre de personne a-t-elle été autorisée à entrer dans la cellule de prison des terroristes Noukba? Nous ne le saurons pas, mais tout cela est faux. Il n'existe aucune preuve de ce genre. Tu sais, dans la vidéo, quand ils cachent leur système de défense de la caméra, en fait, c'est la procédure habituelle qu'ils suivent pour chaque prisonnier, parce qu'ils doivent le faire en public, mais ils essaient de préserver leur intimité. C'est un geste de décence. Tout ça est tellement fou. Mais chaque étape des procédures légales qui auraient dû être respectées a été jetée par la fenêtre. Le public le sait désormais. Et la troisième pièce tombe, tandis que nous observons tous, choqués, à quel point l'enquête est corrompue. Et la différence flagrante entre la façon dont elle est traitée et, disons, la façon dont les soldats de Tsahal ont été traités. Ici, il y a de nombreuses preuves qu'il n'y en avait pas. Ils sont considérés coupables, innocents ou pas. Ici, malgré sa culpabilité évidente, elle reste traitée en innocente, peu importe le prix. Permettez-moi d'ajouter que, lors de l'enquête, Domino numéro 4, l'avocate du gouvernement, est heureuse de continuer à la couvrir. La procureure générale, indifférente à la vérité, a bloqué notre gouvernement durant la guerre et refuse de démissionner. C'est elle qui a retardé l'arrestation de Patsarit, lui permettant de perturber l'enquête. À mon avis, elle devrait être arrêtée pour falsification de preuves. Ils recrutent une équipe externe pour découvrir la vérité. Soudain, elle perd le pouvoir qu'elle avait depuis longtemps. Que s'est-il passé à Stettiman? Nous connaîtrons bientôt toutes les preuves. Mais pour l'instant, cela ressemble à une histoire accablante. Accablante qui a été inventée juste pour couvrir ces fous qui enfreignent la loi. Ensuite, cinquième élément apparemment sans rapport. Mais nous avons ici des arrestations massives. 350 chefs de municipalités et syndicalistes ont été convoqués la semaine dernière pour interrogatoire. Il devient évident que, sans surprise, ils ont abusé de leur position de pouvoir pour en tirer des avantages financiers et offrir des emplois à leurs amis. Quelle surprise! Le syndicat détient tout le pouvoir des travailleurs d'Israël et peut forcer le gouvernement à agir selon sa volonté. Ou alors, ils arrêtent l'économie. Il faut se rappeler que la chef du syndicat, qui est actuellement toujours détenue, Arnon Bar-David, a participé aux grèves soutenant les otages. Cela montre sa position politique d'après lui. Bien sûr, ce n'était pas politique, vraiment. Un autre exemple d'abus flagrant de pouvoir par un responsable non élu. Et devinez pourquoi cette histoire sort maintenant?
Eh bien, parce que nous avons Zini, le premier domino, qui ne permet pas que toutes ces absurdités continuent. Cela nous mène au sixième domino, l'affaire de corruption de Netanyahou. Une procureure admet qu'ils ont enquêté au-delà de leur autorisation. Quelle surprise, n'est-ce pas? Cette affaire a été entièrement fabriquée contre Netanyahou, au détriment de la sécurité du pays. Il doit toujours demander l'autorisation des tribunaux pour participer à des réunions de sécurité, révélant ainsi ses actions au monde entier. Maintenant, même Trump intervient. Rappelez-vous que le président, l'un des principaux chefs de la gauche, n'a rien fait pour stopper ces procès fictifs pendant la guerre, alors qu'il le pouvait. Les médias et la Cour suprême sont les prochaines pièces qui doivent tomber. Nous voyons lentement les changements. Nous voyons les médias qui mentent, contrairement à JNS qui partage la vérité. Les médias israéliens vont bientôt tomber, tout comme aux États-Unis. Il sera reconnu que les médias traditionnels mentent pour servir leurs intérêts et agendas. La Cour suprême sera un adversaire redoutable. Tu te rappelles comment ils ont ravagé le pays pour bloquer les modestes réformes mises en place? Pour essayer de les garder un peu sous contrôle? Eh bien maintenant, tu sais pourquoi? Parce que chaque élément de contrôle dépend du fait que tout le système reste intact, et ça a déjà commencé à s'effondrer. L'état profond, c'est exactement ça. Il est profond et il est en train d'être exposé. Et même si cela peut prendre beaucoup de temps pour démanteler ce mal, cette classe corrompue et antisémite qui pense pouvoir nous contrôler, nous allons la perturber. Je veux dire, ils viennent tout juste d'annoncer le remplaçant de Pat Zarit, l'avocate, et ce n'est autre qu'une ancienne de la fondation Wexner. Sans surprise! Beaucoup de travail reste à faire, mais la conversation commence au moins. Rappelle-toi que s'ils se défendent avec acharnement, c'est par peur. Nous allons voir une quantité folle de corruption être révélée, et cela va être très frustrant. La dissimulation de Tsahal ne débute pas ici. À mon avis, ils sont directement responsables des otages et de tout ce qui a mal tourné. Et j'en suis sûre, j'en suis convaincue. Ceci n'est que la première histoire parmi de nombreuses actions internes du système judiciaire qui ont entravé la capacité de Tsahal pendant la guerre. Pour moi, c'est une trahison totale. Mais on ne peut plus faire semblant, on nous montre directement à quel point tout cela est corrompu. Et à la fin de la journée, Dieu merci, ils ont déjà perdu leur atout principal. Ils ont besoin que le public leur fasse confiance pour continuer tout ça. Et cette confiance s'érode de plus en plus chaque jour. Le changement est en marche, mes amis. Et moi, personnellement, j'ai hâte que le château de cartes s'effondre. Lentement, 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 puis tout d'un coup. Je suis Ira Kay et je vous retrouve la prochaine fois.